Tamla Horsford, 41 ans, se rend à une soirée pyjama pour l'anniversaire d'une de ses amies. Malheureusement, elle fera une chute du balcon et ne reviendra jamais vivante. La police conclura à un accident, mais les autres invités présents à cette soirée cachent malgré tout un lourd secret. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Tamla Horsford, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui, dans les faits, peut un peu ressembler à l'histoire précédente que j'ai traitée, où on m'a parlé d'une personne qui a fait une chute d'un balcon, mais vous allez voir, l'histoire est quand même totalement différente. Et ici, c'est assez dingue. Il y a vraiment beaucoup de suspects et il y a un peu un univers comme ça à Desperate Housewives, vraiment des gens qui cachent ensemble quelque chose de très mystérieux, une histoire potentiellement de meurtre. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Moi, en tout cas, ça m'a énormément intriguée. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Tamla Horsford est née dans les Caraïbes à Saint-Vincent et les Grenadines en 1978. Mais en 1989, lorsqu'elle avait 11 ans, elle a déménagé avec sa famille en Floride, aux États-Unis. Tamla a alors continué sa vie et c'est en Floride qu'elle va d'ailleurs rencontrer son futur mari, Linder Horsford. Au moment où ils se sont rencontrés, Linder avait déjà un fils qui était issu d'une relation précédente, mais Tamla l'a totalement accepté et les deux se sont mariés. J'ai pas l'année exacte de leur mariage, mais en tout cas on sait que le couple s'est marié assez jeune et d'ailleurs ils auront aussi très rapidement 5 enfants ensemble. Début des années 2000, Tamla et Linder étaient donc devenus des parents épanouis à la tête d'une belle et grande famille. À ce moment-là, Tamla et Linder décideront de déménager dans l'état de Géorgie dans le comté de Forsyth, toujours aux États-Unis, pour le besoin du travail de Linder. À l'automne 2018, Tamla avait alors 41 ans et elle va apprendre une très bonne nouvelle. En fait, elle va apprendre que l'un de ses fils, le plus âgé, a une petite amie et que sa petite amie est enceinte, donc elle va devenir grand-mère. Autant vous dire qu'elle avait vraiment hâte de voir son futur petit-fils et d'ailleurs Tamla avait vraiment tout pour devenir une bonne grand-mère, tout comme elle avait été une excellente mère. Ses proches la décrivaient d'ailleurs comme une belle personne, gentille, chaleureuse, énergique et aimante, avec un sourire contagieux. Pour vous la décrire un petit peu plus, Tamla était aussi une personne qui aimait beaucoup s'amuser. Et d'ailleurs ses amis la voyaient un peu comme la personne qui donnait vraiment vie à la fête. D'ailleurs, au mois de novembre 2018, Tamla était invitée à une fête d'anniversaire pour son amie Jane Myers et les filles comptaient faire une soirée pyjama ensemble. Tamla et Jane, elles étaient quand même amies depuis pas mal de temps et s'étaient en fait rencontrées au cours de sport que leurs deux fils suivaient ensemble et donc elles avaient discuté, c'était deux mamans et elles avaient lié une petite amitié. Pour en revenir à la soirée pyjama, c'était donc l'anniversaire de Jane, mais c'était en fait une autre amie des filles qui s'appelle Stacy Smith qui s'occupait d'organiser la fête même si elle se passait chez Jane. Stacy était alors chargée d'envoyer les invitations à la soirée via Facebook. C'était vraiment pas une grosse soirée, c'était censé être entre filles, elle devait être une dizaine, discuter, manger, boire un peu d'alcool et c'était vraiment le truc où tout le monde amène sa bouteille d'alcool et elles boivent ensemble. En plus, si elles avaient décidé de faire plutôt une soirée pyjama, c'était pour que tout le monde soit à l'aise, puisse boire tranquillement sans devoir reprendre la voiture après. Bon, le jour de la soirée va arriver et nous sommes maintenant le 3 novembre 2018. Avant d'y aller, Tamla a préparé le repas pour le petit déjeuner du lendemain pour que sa famille ait de quoi manger le matin avant qu'elle revienne. De ce qu'on sait, ça lui aurait pris un peu plus de temps que prévu parce que la soirée commençait à 19h précise et Tamla serait arrivée un petit peu en retard. Ce serait finalement à 20h30 que Tamla serait arrivée à la maison de son amie dans la ville de Cumming au 4450 Woodlet Court. Elle avait emmené avec elle une bouteille de tequila en guise de cadeau d'anniversaire pour Jeanne et une fois arrivée, Tamla s'est alors changée et a mis un pyjama blanc avec des motifs d'empreintes de pattes de chien. Comme je vous l'ai dit, la soirée était censée être une soirée entre filles et elles étaient donc 10. Il y avait Tamla, Jeanne qui fête son anniversaire,
Stacy, l'organisatrice, mais aussi Madeline Lombardi, Nicole Lawson, Mercy Hardin, Paula Seals, Bridget Fuller, Sarah Cockerham et Jennifer Morel. Mais voilà, malgré tout, il y a quand même 2 hommes qui se sont incrustés à la petite soirée pyjama. Il y avait aussi José Barrera, le petit copain de Jane qui fête son anniversaire, ainsi que Tom Smith, le mari de Stacy, l'organisatrice, qui avait voulu rester car il n'avait pas envie de rentrer chez lui parce que la sœur de Stacy organisait en fait une baby shower à leur maison et il n'avait pas envie de rentrer avec toutes ses amies de l'université. Bon, la soirée va alors très bien se passer, les filles vont rester entre elles et elles vont discuter, manger, boire et regarder le match Alabama contre LSU. Les hommes de leur côté vont aussi regarder le match mais au sous-sol pour rester entre deux et ils vont pas vraiment se mélanger aux filles pendant le début de la soirée. Alors, selon le groupe de filles, Tamla fumait régulièrement et sortait donc de temps en temps sur le balcon pour fumer des cigarettes et la porte se trouvait juste dans la cuisine. On sait qu'à un moment donné, Tamla a voulu fumer de la marijuana, mais Jane lui a demandé d'arrêter parce qu'en fait, le mari de Stacy était officier de police et n'approuvait pas. Donc Tamla n'a tout simplement pas fumé de marijuana et a continué avec ses cigarettes. Lorsque la mi-temps du match de foot est arrivée, les hommes sont remontés et ils ont rejoint le groupe de filles. Et puis tous ensemble, ils ont décidé de lancer une partie de Cards Against Humanity, qui est un jeu de société dans le même style que Limite Limite ou Blanc Manger Coco. En gros, c'est un jeu où on doit compléter des phrases avec des mots qu'on a sur nos cartes. Voilà, c'est un peu comme un cadavre exquis, mais ça n'a pas vraiment d'importance dans l'histoire. Enfin bref, tout le monde va très bien s'amuser et puis on sait qu'en plein milieu de la partie, Tamla a reçu un appel téléphonique de ses enfants qui étaient encore à la maison. La soirée va continuer et d'ailleurs tout le monde va prendre plein de vidéos et de photos de la soirée et vraiment on a pu voir que tout se passait bien et que Tamla semblait heureuse et détendue. Vers 1h30 du matin, la soirée va un petit peu s'estomper et les filles vont décider d'aller dormir. Par contre, même si tout le monde devait dormir sur place, il y a 4 femmes qui ont décidé de partir. Déjà, il y en a 2 d'entre elles qui sont parties vraiment tôt, vers 22h. C'était Sarah Cockerham et Nicole Lawson. Et puis ensuite, il y a eu Mercy Hardin et Bridget Fuller qui sont parties un peu plus tard. On sait que même si toutes les autres filles ont été dormir, Tamla, elle, est restée debout. D'ailleurs, Bridget Fuller, qui a d'ailleurs été la toute dernière personne à partir cette nuit-là, est aussi la dernière personne à avoir vu Tamla. Bridget a d'ailleurs expliqué qu'au moment où elle a quitté la maison, Tamla était dans la cuisine et mangeait un bol de gumbo. Il était plus ou moins 1h45 du matin. D'ailleurs, Tamla lui aurait dit qu'elle comptait aller fumer une dernière cigarette, puis ensuite aller dormir comme toutes les autres filles. Après ça, le mari de Bridget est arrivé et Bridget a quitté la maison par la porte d'entrée à 1h47 précise. On le sait d'ailleurs car le téléphone de Jane a envoyé une notification à chaque fois que sa porte a été ouverte. Mais voilà, toujours grâce aux notifications envoyées sur le téléphone de Jane, on va en fait remarquer que la porte de garage a été ouverte à 1h40 du matin, puis refermée juste après. À 1h40 du matin, les filles dormaient et les seules qui étaient restées éveillées étaient Bridget et Tamla. Or, aucune des deux n'a ouvert la porte du garage, vu que Bridget discutait avec Tamla dans la cuisine. Donc, on ne sait pas pourquoi cette porte du garage a été ouverte puis refermée. Mais plus étrange encore, on se rend compte que juste après que Bridget soit partie, la porte arrière de la maison donnant sur le balcon a été ouverte à 1h49, puis refermée 1 minute plus tard. Elle a ensuite été réouverte à 1h57 sans jamais être refermée. Et puis après ça, la porte d'entrée a ensuite été ouverte à 4h10 du matin et elle non plus n'a jamais été refermée. C'est finalement le lendemain matin vers 8h30 que Madeline Lombardi s'est réveillée. En fait, Madeline, c'était la tante de Jane, donc celle qui fêtait son anniversaire, et Madeline, elle vivait en fait dans le sous-sol de la maison. Elle va donc se réveiller et faire son petit café du matin. Mais voilà, en regardant par sa fenêtre, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose sur le sol à l'extérieur dans la cour arrière. Madeline va alors se dire que c'est un peu étrange et elle va décider de sortir pour aller voir ce que c'est. Et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'il s'agit du corps de Tamla, toujours dans son pyjama qui était allongé face contre terre. Madeline, avant toute chose, va s'agenouiller et dire une prière, puis elle va monter à l'étage de la maison pour aller réveiller Jane et son petit ami Rossé,
Mais voilà, en arrivant devant la porte, elle pense avoir entendu de l'eau couler et du coup Madeline va tout simplement se dire qu'elle va attendre car sans doute le couple prend une douche. Plusieurs minutes plus tard, c'est là que Madeline va décider de retourner à l'étage, toquer à la porte et elle dira à travers la porte à Jane qu'elle a besoin de Rossé car quelque chose ne va pas avec son ami des îles. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, je vous précise que Tamla était la seule femme noire présente à la soirée. Toutes les autres étaient blanches et donc le fait de l'appeler ton ami des îles, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre, mais c'est un peu bizarre de l'appeler comme ça. Bon, mis à part ça, Jane et Rossé vont se précipiter dans la cour et Jane va appeler le 911. À ce moment-là, il était 9h du matin. Le couple va alors parler au secouriste au téléphone. Par contre, il va quand même être noté que Jane et Rossé n'étaient pas trop stressés. Jane, vous allez entendre un extrait, on pouvait peut-être entendre un petit stress dans sa voix, mais par contre pour ce qui est de Rossé, il était totalement calme. C'est quand même assez étrange parce que n'importe qui dans cette situation serait en stress ou même en état de choc, mais là ils n'ont même pas l'air en état de choc, ils sont juste détendus. All right, 4450 Woodland Court, what is your name? My name is John Myers, Jeanne. Okay, and your phone number is 609. Yes. Okay, what's going on? We had people over last night. We were drinking. Most of us went to bed. One of them stayed on the balcony. She was drinking, and we just went outside, and she's laying face down in the backyard. Hey, have y'all checked to see if she's breathing? She's not moving one bit. She's not breathing. Okay. I just try to assess her, touch her. She's completely face down in the yard. She is stiff. Okay. I think the last time that I personally saw Tam was probably about 1 in the morning before I'd gone upstairs to bed. Okay. And at that point, she was the only one in the kitchen. La police est ensuite arrivée sur les lieux 15 minutes après l'appel. Lorsque les ambulanciers et le médecin arriveront sur place, ils déclareront Tamla comme morte et il sera d'ailleurs précisé que Rossé, qui avait d'ailleurs suivi une formation pour, n'avait pas tenté de la réanimer. Rossé fera aussi remarquer à la police qu'il a trouvé une cigarette éteinte ainsi qu'un briquet sur le balcon, ce qui signifierait aux enquêteurs que lorsque Tamla était partie fumer à 1h57, elle serait tombée accidentellement du balcon et serait décédée. Finalement, l'affaire a rapidement été conclue et la mort de Tamla fut considérée comme un accident. Elle serait donc tombée du balcon, rien de plus, rien de moins. Surtout, aucune preuve ne fut trouvée qui aurait pu montrer qu'il s'agissait d'un acte criminel. Mais bon, il faut quand même savoir que la police n'a pas cherché après des empreintes digitales et qu'aucun examen n'a été fait sur le corps de Tamla, donc on ne sait pas s'il y avait de l'ADN sous ses ongles ou même des traces d'agression sexuelle. De plus, on sait que la maison de Jane avait plusieurs caméras un peu partout, mais bizarrement, ce soir-là, les caméras n'enregistraient pas et donc les policiers n'ont juste pas pu voir les images de surveillance, mais ils n'ont pas trouvé ça étrange. Et puis il y a quand même plein d'autres choses vraiment bizarres que dès le début les policiers auraient dû remarquer. Par exemple, dans le rapport du médecin légiste, il est écrit « Les multiples blessures contondantes subies par le corps de Tamla étaient conformes à celles subies lors d'une chute. » Or, Tamla avait un traumatisme contondant à la tête, au cou, au torse et aux extrémités. Elle avait également un cou cassé, un poignet complètement disloqué et une lacération au ventricule droit. De plus, elle avait plusieurs coupures sur les mains et sur les jambes, mais seulement quelques petites écorchures sur le visage. Donc là, vous vous rendez compte qu'elle était extrêmement blessée, ça correspond à une chute vraiment très violente. Or, pour beaucoup, ça ne colle pas parce que Tamla est tombée de seulement un étage. Avoir autant de blessures paraît assez dingue. En plus, une autre chose qui ne colle pas, c'est que, comme je vous l'ai dit, Tamla n'avait que quelques petites égratignures au visage, or elle serait tombée face contre terre. Ça aussi c'est bizarre parce que tout son corps est cassé, elle a des blessures partout, or son visage va bien, mais c'est bizarre parce que si la chute lui a provoqué autant de blessures, pourquoi son visage est quasiment intact? De plus, autre chose dans le rapport toxicologique va être très étrange. Tamla avait 0,238 g d'alcool dans le sang, ce qui équivaut à 8 verres d'alcool.
Par contre, ce qui est bizarre, c'est que les autres invités diront ne pas avoir vu Tamla boire tant que ça. Oui, elle avait bu un petit peu de la tequila qu'elle avait ramenée, mais pas tant que ça. Donc le fait qu'elle soit aussi alcoolisée, ça colle pas avec ce que les autres invités disaient. Mais c'est pas tout. On trouvera dans son sang des traces de THC et d'un anxiolytique appelé alprazolam. Or, les autres invités diront également qu'elle n'avait pas pris d'anxiolytique ce soir-là. Et puis rappelez-vous, elle n'avait même pas fumé de marijuana vu que Jane lui avait dit de ne pas le faire, donc elle n'avait tout simplement pas fumé son joint. Donc là, clairement, c'est étrange. Pourquoi est-ce qu'elle était bien plus alcoolisée que ce qu'on l'avait vu boire? Pourquoi est-ce qu'elle avait du THC en elle si elle n'avait finalement pas fumé? Et pourquoi est-ce qu'il avait des anxiolytiques en elle si elle n'en avait pas pris du tout? Surtout que Tamla n'était pas connue pour prendre des anxiolytiques. Malheureusement, on ne sait pas non plus s'il y avait d'autres drogues dans son sang parce qu'il n'y a pas eu d'autres rapports toxicologiques plus poussés. Ils ont trouvé ça, ils se sont dit ok, on a trouvé ça, on s'arrêta là. Or, on ne sait pas si elle avait des drogues plus fortes ou même illégales dans son sang. C'est d'ailleurs l'avocat de la famille de Tamla qui va vraiment relever toutes ces incohérences et il va publier d'ailleurs une lettre résumant son enquête personnelle où il écrira d'ailleurs « L'homicide est une forte possibilité ». Il dira que selon lui, les blessures aux mains de Tamla sont une preuve montrant clairement qu'elle avait repoussé quelqu'un ou qu'elle se serait même défendue. De plus, l'avocat essaiera vraiment de comprendre qui a pu ouvrir la porte à 4h10 du matin. Selon les filles, les autres invitées, elles diront en interrogatoire que c'est parce que Mercy Hardin a décidé de repartir chez elle à 4h10 du matin. Ça aussi c'est étrange parce que pourquoi cette mère de famille qui avait un peu bu la veille, qui avait prévu de dormir là-bas, a décidé comme ça à 4h10 du matin de partir de la maison? Vraiment, c'est très très étrange. Donc ça, c'est comme la version officielle. Si la porte a été ouverte à 4h10 du matin, c'est parce que Mercy Hardin est partie. Mais vraiment, pour beaucoup, ça n'a aucun sens. Mais bon, laissez-moi vous parler un peu plus en détail de tous ces interrogatoires parce que vraiment, vous allez voir, c'est ça le plus gros dans l'histoire. Déjà, il faut savoir que les interrogatoires ont eu lieu 6 jours après le drame. Donc clairement, toutes les filles ont pu se voir, ont pu discuter et réfléchir à leur version des faits. Pour chaque entretien, il sera noté que chaque témoin avait vraiment beaucoup d'hésitation. Il disait beaucoup de je sais plus. Enfin voilà, plein de choses un peu comme ça. Et chacun d'entre eux, vraiment, c'était très très fort, très très accentué. Mais c'est pas tout, l'enquêteur en charge des interrogatoires n'était pas très entraîné et posait des questions un peu bateau. Il demandait genre la quantité d'alcool que Tamla avait bu, ou alors si elle avait fumé, combien de fois est-ce qu'elle avait fumé, ce qu'ils avaient mangé ce soir-là, mais j'ai envie de dire qu'on s'en fout un petit peu. Il n'a vraiment pas posé de questions plus profondes, ou il n'a pas essayé de les coincer, il a juste un petit peu demandé comment s'était passée la soirée. En plus de ça, c'est assez dingue, mais dans ces questions un peu bateau, les témoins entre eux ont été assez incohérents. Ils avaient des réponses différentes, mais ça n'a pas non plus alerté l'officier de police. En fait, on aurait dit qu'il devait juste faire les interrogatoires pour cocher une case, mais qu'il ne cherchait pas vraiment à savoir quoi que ce soit. En fait, si on se penche sur les interrogatoires de chacun, on peut se rendre compte que Jane Meyers, donc celle qui fêtait son anniversaire, reste la personne la plus suspecte. D'ailleurs, au début de son entretien, elle a voulu offrir des cartes cadeaux aux policiers pour aller chez Dunkin' Donuts. Évidemment, les policiers avaient refusé, ils ne peuvent pas accepter de cadeaux, mais vraiment, c'est super bizarre. Aussi, à un moment donné, pendant l'entretien, l'enquêteur va demander à Jane si Tamla s'est couchée cette nuit-là, et Jane va répondre « Elle n'est jamais allée au lit ». L'enquêteur dira alors « D'accord », mais là, Jane va se reprendre et elle dira « En fait, je dis ça, mais c'est que son lit n'était pas défait ». Donc là, c'est quand même bizarre. Au début, elle dit « Non, elle n'a jamais été au lit », puis c'est comme si elle se rendait compte que elle n'était pas censée le savoir, vu qu'elle dormait, elle dit « Enfin, je sais pas, c'est juste que j'ai remarqué que son lit n'avait pas été défait, donc c'est qu'elle n'y a pas été. » Vous voyez, c'est un peu étrange de préciser tout ça, parce que si elle est innocente, je vois pas pourquoi elle aurait dû le repréciser. Donc c'est un peu bizarre, mais ça n'a pas forcément été relevé par l'enquêteur. C'est des gens après qui ont écouté, qui ont relevé ce moment un petit peu étrange. Et puis une autre chose un peu bizarre avec Jane, c'est que le lendemain du drame, elle avait écrit un post Facebook en disant « Il n'y a pas eu de chute de mon balcon ». C'était comme si elle contredisait la version des faits des policiers, comme si elle contredisait le fait que c'était un accident. Mais
Après ça, elle va supprimer son post très rapidement et après elle continuera à dire oui, c'était un accident, elle est bel et bien tombée du balcon. Mais bon, Jane est évidemment loin d'être la seule à avoir un comportement très étrange. Sa tante, Madeleine, qui a trouvé le corps, a elle aussi eu une façon de réagir très bizarre lorsqu'elle a fait la macabre découverte. Déjà, le fait qu'elle ait fait une prière avant, qu'elle ait pris autant de temps pour prévenir Jane qu'il était arrivé quelque chose à Tamla, c'est bizarre parce que clairement, quand elle est arrivée, elle n'a pas regardé si elle respirait, elle ne l'a pas vraiment touchée. Oui, elle s'est dit sans doute qu'elle est décédée, mais on n'était pas sûre. Donc normalement, une personne est censée paniquer et se dire « je vais appeler les secours, je vais regarder si elle respire, je vais vite appeler du monde dans la maison pour m'aider ». Mais non, elle a pris son temps. De plus, Madeleine avait donc dit en interrogatoire qu'elle avait vu le corps depuis la fenêtre du sous-sol quand elle se faisait son café. Mais si on lit le rapport que la police a rédigé le jour même, au moment où ils sont venus pour constater le décès, eh bien, on peut voir qu'il est écrit que Madeleine avait trouvé Tamla alors qu'elle était sortie dans la cour simplement pour voir quel temps il faisait. Donc là, on se rend compte qu'elle a donné deux versions différentes. Mais encore une fois, ce n'est pas tout. Une autre invitée, Jennifer Morel, avait été interrogée par les policiers quelques heures après le drame et elle leur avait dit être repartie entre 7h30 et 7h45 du matin et qu'elle avait croisé Madeleine dans la cuisine. Mais là, ça ne colle pas parce que Madeleine a dit plutôt qu'elle s'était réveillée à 8h30, qu'elle avait vu à ce moment-là le corps de Tamla et que c'est comme ça que finalement à 9h, la police avait été contactée. Or, si Jennifer est partie vers 7h30, 7h45 et que Madeleine était déjà réveillée à ce moment-là et qu'elle faisait son café, c'est qu'elle aurait vu le corps de Tamla bien plus tôt et donc elle aurait pris encore plus de temps à appeler la police, donc c'est bizarre. Mais là, ça devient de pire en pire parce que quelques jours plus tard, Jennifer va retourner voir la police et elle dira qu'elle veut revenir sur ce qu'elle disait. En fait, elle s'est trompée dans les horaires. Elle n'est pas partie à 7h30, 7h45 du matin, mais vers 8h30 du matin et c'est pour ça qu'elle a croisé Madeleine. Mais là encore, il y a un problème dans son témoignage. Jennifer avait en fait dit aux enquêteurs qu'elle n'avait pas vu Stacy et son mari ce matin-là car ils étaient repartis tôt pour s'occuper de leurs enfants. Or, Stacy et son mari, de leur côté, vont dire aux policiers qu'ils sont repartis vers 8h, 8h30 du matin. Donc, au moment où Jennifer serait repartie. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne se seraient pas croisés s'ils seraient partis au même moment, donc levés au même moment ? Là aussi, il n'y a rien qui colle, on dirait que les heures ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc là, on se rend bien compte que tout le monde a l'air suspect et c'est aussi le cas de Bridget Fuller qui, rappelez-vous, a été la dernière personne à voir Tamla en vie vu qu'elle était repartie à 1h47 du matin en laissant Tamla seule dans la cuisine. Eh bien, il faut savoir que Bridget va être une des filles qui va avoir le pire interrogatoire parce que clairement, on ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Elle a plein d'hésitations, elle revient sur ce qu'elle dit, elle parle de choses qui n'ont rien à voir. C'est vraiment compliqué de comprendre son entretien parce que ça n'a vraiment ni queue ni tête. Donc quand on sait ça, on se dit qu'on a quand même du mal à se fier à ce qu'elle raconte. Et donc, est-ce que vraiment elle a vu Tamla dans la cuisine à 1h40 du matin quand elle est repartie? Est-ce que vraiment Tamla a été réveillée? Est-ce que vraiment elle a dit qu'elle allait fumer une dernière cigarette sur le balcon? C'est ce qu'elle dit, mais je ne sais pas si on peut vraiment la croire. Après, je vous passe plein de choses parce que vraiment, il y a plein d'incohérences dans ce qu'ils vont dire. Par exemple, par rapport à l'heure d'arrivée de Tamla, certains diront que c'était la dernière à être arrivée. Or, on pense que la dernière à être arrivée était Paula Sills, car elle n'était pas encore là au moment où la photo de groupe a été prise. En fait, ça pourrait juste être un détail, mais pourquoi est-ce que c'est une telle zone d'ombre? Certains disent que Tamla était la dernière à être arrivée, c'est sûr et certain, mais pourtant on se rend bien compte selon les témoignages, selon cette photo de groupe, que Paula n'était pas là avant. Certains diront aussi que Tamla était arrivée en pyjama et puis d'autres diront qu'elle s'est changée sur place. Là aussi, c'est un peu bizarre et on pourrait se dire oui, peut-être qu'ils n'ont pas fait attention, mais non, tout le monde va dire oui, je l'ai vue arriver, elle était habillée, puis elle s'est changée, et d'autres vont dire oui, je l'ai vue arriver, elle était déjà en pyjama. C'est pas des oh, je me rappelle plus. Non, les gens sont sûrs d'eux et pourtant ils disent des choses différentes. Pire encore, Sarah Cockerham dira aux policiers qu'elle n'avait pas du tout vu Tamla aller fumer sur le balcon. Or, d'autres filles diront que ce soir-là, Sarah avait accompagné Tamla pour fumer sur le balcon. Et puis, mis à part ça, il y a des détails qui, eux, semblent avoir été extrêmement répétés.
Par exemple, tout le monde donnerait une description hyper précise de la bouteille que Tamla avait apportée ce soir-là. C'était comme s'ils avaient répété par rapport à cette bouteille de comment elle était, la couleur, etc. Tout était vraiment détaillé et chacun disait la même chose. D'ailleurs, parlons-en de cette bouteille de tequila, parce qu'elle aussi, elle a créé une sorte de gros drama dans la soirée. Vous voyez, Tamla avait pris cette bouteille de tequila pour l'offrir à Jane pour son anniversaire. Et lorsque Tamla est arrivée, elle a voulu la donner à Jane. Et vraiment, Jane lui a dit « Je bois pas de tequila, j'aime pas ça la tequila ». Comme si la tequila n'était pas assez bien pour elle. Je sais pas vraiment comment vous l'expliquer, mais c'était vraiment un groupe d'Américaines blondes un peu riches qui boivent pas de tequila. C'est un peu comme ça. Et du coup, elle a vraiment un peu pris de haut Tamla et elle lui a dit « Non, je bois pas de tequila ». Et Tamla lui a dit « Mais c'est vraiment une bonne bouteille qui vient directement du Mexique. Vraiment, ça lui avait coûté cher. » Et Jane lui a dit « Propose aux autres filles du groupe pour savoir si elles veulent en boire parce que moi, j'en boirai pas. » Donc là, Tamla a été voir les autres filles du groupe et elle a dit « Si vous voulez, on peut boire la bouteille ce soir. » Et les autres filles, elles aussi, l'ont prise de haut et leur ont dit « Non, on boit pas de tequila non plus. » Et donc, Tamla aurait été la seule à boire dans sa bouteille. Et vraiment, c'est assez dingue parce que j'ai pu écouter certaines parties d'interrogatoire et les filles racontent ce moment vraiment comme en méprisant Tamla. C'est vraiment dur à écouter, surtout quand Tamla est décédée. Enfin, c'est bizarre quand même de la mépriser à ce point. On sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire, comme si elle méprisait Tamla autant de son vivant qu'après sa mort. En fait, c'est quasiment de l'intimidation envers elle, donc on voit quand même que dès son arrivée, les filles avaient quelque chose contre elle. Enfin bref, sinon en février 2019, les 11 suspects présents ce soir-là ont décidé de prendre un avocat. Ils ont décidé de lancer une action en justice car ils recevaient des menaces de mort sur Snapchat. Ils vont aussi se plaindre comme quoi les proches de Tamla avaient écrit des messages sur Facebook, des posts Facebook qui étaient accusateurs parce que eux, ils n'avaient jamais été accusés vu que le cas avait été fermé, le dossier était fermé, c'était un accident, point barre. Et donc le fait que la famille de Tamla les accusait un petit peu par post Facebook, ils voulaient vraiment se défendre. C'est sûr qu'avec tout ça, beaucoup de monde était persuadé que les 11 avaient potentiellement tué Tamla, puis auraient jeté le corps par-dessus le balcon. Et d'ailleurs, c'était aussi la théorie de la famille de Tamla ainsi que de leur avocat. Un juge va même rejeter l'action en justice des 11 suspects, ils vont tenter de faire appel, mais encore une fois, ce sera rejeté. Alors, qu'y a-t-il comme théorie ? Tout le monde s'accorde à dire que les 11 autres personnes de la soirée auraient assassiné Tamla pour déguiser le meurtre en accident. Mais voilà, beaucoup cherchent un mobile, parce que oui, ils auraient pu faire ça, mais pourquoi ? À la base, je trouve que c'est vraiment difficile d'imaginer pourquoi autant de personnes auraient voulu s'en prendre à Tamla. Ça paraît assez dingue. Mais en fait, pour beaucoup, on serait peut-être face à un crime raciste, car je le rappelle, Tamla était la seule personne de couleur présente à la soirée, et puis Madeleine l'a quand même appelée « ton amie des îles ». C'est vraiment une théorie probable, parce que mis à part ça, c'est difficile d'imaginer pourquoi il s'en serait pris à elle. Et puis vu toutes ces blessures, on peut vraiment imaginer qu'il y a pu y avoir une lutte vraiment importante. Comme si 11 personnes en fait se seraient jetées sur elle. Pour souligner cette théorie, en fait, le comté de Forsyth a une histoire assez lourde. En fait, en 1912, tous les résidents noirs ont été forcés de quitter le comté après une histoire de viol et de meurtre commis par un groupe d'hommes noirs sur une femme blanche. Après ça, si une personne noire venait s'installer dans le comté, elle était forcée de partir ou même parfois abattue. Le comté est alors resté habité exclusivement par des personnes blanches jusqu'en 1987. C'est totalement dingue. Mais bon, on imagine qu'après ça, il y avait vraiment une idéologie raciste qui planait dans les rues. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a seulement 4,4% de population noire dans ce comté. Voilà, on n'en sait pas vraiment plus, il y a tellement de choses, tellement d'incohérences, c'est une énorme histoire, vous pouvez encore vous renseigner de votre côté, vous pouvez écouter les interrogatoires, il y a une chaîne YouTube que je vous mettrai en description où il y a vraiment tous les interrogatoires qui sont répertoriés, c'est assez dingue. Mais voilà, il y a vraiment des choses bizarres et personnellement, je me dis que peut-être la police cache des choses. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais quelques mois après le drame, Jane a revendu sa maison et comme par hasard, c'est un policier de la ville qui l'a rachetée et à un bon prix d'ailleurs. Donc voilà, selon moi, c'est sûr qu'il y a une histoire de corruption quelque part.
Surtout que le mari de Stacy était dans la police, mais pas que. Rossé, le petit ami de Jane, avait lui aussi un poste à responsabilité où il s'est d'ailleurs fait virer pour avoir utilisé son ordinateur de service pour fouiller les rapports de police au nom de Jane Meyers. Donc si ça, c'est pas une énorme preuve de culpabilité, je ne sais pas du tout ce que je peux vous dire d'autre. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez, toutes vos théories, ça m'intéresse vraiment. Cette histoire m'a tellement intéressée, j'ai lu tellement de choses. J'aurais clairement même pu vous faire une vidéo avec les versions des faits de chacun, mais ça aurait été vraiment long. Je ne sais pas si c'était si intéressant que ça, mais vraiment c'est dingue comme il y a tellement de personnes suspectes, comme tout le monde semble cacher quelque chose. Enfin voilà, cette histoire est vraiment folle. En tout cas, si vous aussi ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!